Dans l'actualité des idées aujourd'hui, doit-on se ressembler pour vivre ensemble? On en parle avec notre invitée, la socio-anthropologue Nicole Lapierre, directrice de recherche émérite au CNRS, auteure précédemment de Sauf qui peut la vie, prix Médicis Essai. Elle publie aujourd'hui au Seuil Faut-il se ressembler pour s'assembler? De la cellule familiale à la famille nationale, à quelles conditions le vivre ensemble est-il possible? Bonjour Nicole Lapierre. Bonjour. Pourquoi repartir de la famille pour cette réflexion? Le modèle familial qui fait de la ressemblance un facteur de légitimité est-il encore la référence, même inconsciente, de nos représentations? Tout à fait. Et il y a des évidences comme ça, qui s'imposent. Et une des évidences qui s'imposent sont les ressemblances familiales. Et chacun sait que, autour du berceau, on cherche, il ressemble à son père, il a le nez de son grand-père, il a et cetera. Et C'est l'air de famille, l'importance d'avoir, un air de oui, famille. voilà, mais Mmh. plus qu'un air de famille, parce qu'un air de famille, finalement, ça peut être, on peut être beaucoup plus, dans le mimétisme, mais la ressemblance, est quelque chose qui est recherché et qui vaut, en fait, dans l'imaginaire, garantie, je dirais, biologique, du lien familial. Et c'est en grande partie une illusion, même si, ça a force, d'évidence. Bien sûr, on peut avoir, les sourcils de sa mère ou le nez de son grand-père, mais, il y a un regard, qui distingue ces sourcils, ce nez, de tout un ensemble de traits qui eux-mêmes évoluent dans le temps pour bien identifier la ressemblance. Et on s'aperçoit aussi que pour des enfants adoptés, pour des enfants, issus de dons de gamètes ou de dons de sperme, les 2 parents ne sont pas, les parents biologiques, mais on retrouve des ressemblances, et comme on retrouve d'ailleurs des ressemblances, contre-exemple, chez des enfants adoptés par mimétisme. Mmh. Mais ça a une importance considérable et au fond, beaucoup de choses, partent de là, parce que par rapport à cette idée de la famille, heu, au fond, la famille, c'est une institution, mais vue comme quelque chose de naturel, de biologique. Quand on passe de cette famille naturelle, biologique, d'un couple fait d'un père, d'une mère et cetera, à la métaphore de la famille nationale, finalement, on transporte avec la métaphore, toute cette idée, de naturel, de biologique, que, au fond, les nationaux sont, sont d'une même famille, donc ont la même origine, les mêmes racines, les mêmes traits, et là, ça devient problématique. D'où la dimension politique d'un mouvement comme la Manif pour tous, qui, depuis, quelques années, souhaiterait, par ses demandes, protéger, la famille biologique, telle qu'elle existait, jusqu'ici. D'où cette, filiation qui continue à être sacralisée d'une certaine manière et parce qu'il y a à travers cela d'autres projections, qui se jouent. Vous citez notamment, Éric Fassin, le sociologue, et vous rappelez l'un comme l'autre que ces débats, et on a pu les voir encore récemment, ces débats se tenir à la fois dans la rue et dans les assemblées autour de l'ouverture de la PMA, à Mmh. toutes. Ces débats ne concernent pas seulement la reproduction au sens biologique, mais aussi la reproduction de la nation, en fait, hein, telle qu'on se la figure, et de la citoyenneté. Tout à fait. D'ailleurs, il est très frappant que dans ces manifs pour tous, un des mots d'ordre, parmi bien d'autres, était, «Touche pas à ma filiation», sur le modèle, de «Touche pas à mon pote», et que dans ces manifs, outre la sacralisation de la famille et de la filiation biologique, il y avait en même temps, un mouvement, homophobe puissant, mais aussi un mouvement xénophobe puissant, et on voit bien les liens. C'est-à-dire, dès lors qu'on est comme ça dans une logique, naturelle de la nation, voilà, on est tous, frères et sœurs. Le pouvoir est identifié sous l'Ancien Régime comme, au fond, le père de la nation, le roi, ou dans d'autres systèmes, le petit père des peuples.
ou dans, je dirais, en poussant un peu dans un système comme le nôtre, quand même très présidentiel, très centré avec la Cinquième République, comme ça, une sorte d'autorité, euh, il y a tout un système qui tend à maintenir, non pas seulement en effet la famille traditionnelle et le système patriarcal, mais aussi une conception nationale de l'identité qui est exclusive et donc qui ne peut que exclure ou assimiler, c'est-à-dire que la ressemblance devient, et la visibilité de la ressemblance devient un point absolument crucial. Alors c'est intéressant parce que vous faites aussi un détour par l'histoire, Nicole Lapierre, pour nous montrer comment ce familiarisme a aussi influencé, enfin comment la famille a influencé notre modèle de société républicain, hein. Ce familiarisme, est-ce qu'il commence à se fissurer? Est-ce que les lignes sont quand même en train de bouger aujourd'hui pour vous? Bien sûr que des choses ont bougé depuis notamment ce que j'appelle les noces du républicanisme, pas de la République. Il y a beaucoup d'incarnations et de déclinaisons, mais d'un républicanisme un peu rigide du 19e siècle, mais dont certains sont toujours héritiers, et du familialisme. Et donc c'était très puissant au 19e siècle. C'était aussi très puissant au 20e siècle, notamment après la Grande Guerre, où il fallait, il y avait eu des pertes considérables. Donc il fallait quand même Mais il a été théorisé ce familialisme, pardon? pardon? Il a été théorisé ce familialisme? Oui, il a été théorisé de diverses façons. L'une, la plus classique, étant que, au fond, la cellule familiale, c'est le nœud, le socle, la base de toute socialisation. Voilà. Et donc de tout équilibre social. Et ce qui est intéressant, c'est que, et on retrouve ça aussi dans la Manif pour tous, c'est que ce qui était fondé à une certaine époque sur les textes de Frédéric Leplay a été refondé de façon plus moderne, plus anthropologique, en s'appuyant de façon totalement abusive, aussi bien sur des textes de Lévi-Strauss, de Françoise Héritier, ou donc du côté de l'anthropologie, ou sur la théorie lacanienne du nom du père, pour dire au fond, pour simplifier, les anthropologues et les psychanalystes nous disent le nom du père, qui est l'ordre symbolique fond de la société. Donc, si on tire cette brique, toute la société s'écroule. Les anthropologues nous disent la différence, la différence sexuelle et l'interdit de l'inceste font de la société. Si on tire cette pierre, tout s'écroule. Et donc, il y a tout d'un coup, on ne brandit plus, d'ailleurs même dans la Manif pour tous, on ne brandit plus, sauf des petits noyaux, la religion, mais on se réclame de l'anthropologie, c'est-à-dire ce qui fonderait toute société humaine pour défendre quelque chose qui est parfaitement, qui n'est pas du tout universel, qui est parfaitement contingent et qui est une institution, la famille, telle que la famille bourgeoise, au fond, la famille patriarcale bourgeoise classique. Mmh. En fait, ce qui est intéressant, c'est que sur le modèle de la famille biologique, nucléaire, on a fini par accepter petit à petit, il y a eu cette évolution, l'idée d'une famille élargie avec ses pièces rapportées, ses mariages, ses remariages. Et ça interroge les évolutions possibles aussi de notre famille nationale, même si le terme est un peu connoté, Nicole Lapierre. Ce livre, en fait, est aussi et d'abord une invitation, dites-vous, à se méfier de ce qui va de soi, à la manière de Barthes. Quelle est pour vous la première des évidences trompeuses si on reprend la question de départ? Faut-il se ressembler pour s'assembler? Alors, je pense que la première des évidences, c'est de ne pas comprendre ce que l'on compare. Moi, je suis profondément comparatiste. Je trouve que c'est très important de comparer les groupes, les sociétés, les histoires, etc. Parce que comparer n'est pas hiérarchisé, dites-vous. Mais voilà.
Exactement. C'est-à-dire comparer, il y a énormément de différences, il y a aussi des ressemblances. Il ne s'agit pas du tout de les nier et c'est intéressant de les reconnaître, de les identifier. Tout le problème, en effet, vient du moment où on passe de la comparaison à la hiérarchisation. Là, on hiérarchise les humanités, on hiérarchise les religions, on hiérarchise les origines, et, euh, et donc ça permet au fond de l'exclusion ordinaire au massacre, dans une même logique où finalement il y a des humanités qui méritent moins que d'autres notre estime, notre accueil, euh, notre reconnaissance. Et ça pose la question de savoir qui a sa place dans cette famille nationale, comment y intégrer d'autres, des autres, qui ne sont pas a priori comme nous, puisque la question se pose aussi comme ça. Vous donnez notamment l'exemple de Manuel Valls sur les Roms, quand il avait estimé, c'était déjà il y a quelques années, en 2013, qu'ils étaient trop différents. Là, c'est pas les similitudes ou les différences qui sont cherchées ou déniées qui posent question, mais c'est la manière dont on envisage cet autre différent, mais aussi un peu menaçant, dont il faudrait se protéger. On écoute Manuel Valls, qui était alors ministre de l'Intérieur. Il faut dire la vérité aux Français, parce que c'est respecter ces populations. Mais ces populations ont des modes de vie extrêmement différents des nôtres et qui sont évidemment en confrontation. Il faut tenir compte de cela. Et donc cela veut bien dire que les Roms ont vocation à revenir en Roumanie ou en Bulgarie. Et c'est une évidence, là aussi. Nous le savons tous, la proximité de ces campements provoque de la mendicité et aussi des vols et donc de la délinquance. Et nous pouvons le constater sur Paris. Et donc, il faut lutter aussi contre cette délinquance. Nous ne pouvons pas accepter, par exemple, qu'au cœur de la capitale, il y ait des campements, il y ait des mineurs qui pratiquent de la délinquance. Cela veut bien dire qu'il y a des responsables derrière cela. Et pour cela, nous travaillons plus particulièrement avec les polices roumaines et bulgares. Donc vous voyez, il y a une politique d'ensemble qui est longue, difficile, qui évidemment passionne, jette les Français contre ces populations contre les Français. Cela nécessite encore une fois beaucoup de détermination. Il y a des mots là de l'ancien ministre de l'Intérieur et aussi Premier ministre par la suite, mais qui vous marquent ici, Nicole Lapierre, qui vous sont symptomatiques. Plusieurs. Enfin, je trouve ce propos, je le dis d'abord carrément, absolument scandaleux, et notamment d'un ministre. Voilà. En tout cas, par les conséquences aussi politiques qu'il engendre. Mais à l'anthropologue, comment, Oui, alors, comment cette déclaration, comment elle vous interpelle? alors, il y a... c'est une évidence, encore une fois, l'évidence. Il faut dire la vérité aux Français. Enfin, il y a quelque chose là de l'ordre de ce poids comme ça de l'idéologie qui se donne en évidence. Et puis, ils sont trop différents. Et enfin, ce mot, c'est inouï, ils ont vocation à retourner en Roumanie, ce qui veut dire qu'ils ont vocation à être expulsés. C'est ça que cela dit. Mais derrière, ce qu'il y a, c'est qu'il y a cette obsession de la visibilité ou de l'invisibilité de la différence, toujours dans ces comparaisons, hiérarchisation. Donc, la visibilité de la différence, c'est quand on veut, en effet, repérer et expulser. Donc, à ce moment-là, il fallait une étoile jaune pendant la guerre pour bien repérer les Juifs. Il faut un stigmate pour repérer la différence et pour expulser ou mettre derrière des murs ou ghettoiser les populations différentes. Sinon, il faut effacer la différence dans une logique d'assimilation. Et c'est la logique de Manuel Valls. Ils sont trop différents, ils ne pourront pas être comme nous, on ne pourra pas les assimiler. Assimiler, ça veut dire qu'ils perdent tout leur caractère, leur histoire, leur mémoire, etc. Pour se fondre, c'était votre question tout à l'heure, se fondre dans cette soi-disant famille française.
Or, il y a 1000 manières de faire société et de faire nation sans tout effacer, sans se fondre. Mmh. Et sans non plus ériger des murs et faire des ghettos. Voilà, et c'est la grande thèse de ce livre, le vôtre, Nicole Lapierre, c'est que, on a tendance à opposer, cette question de la ressemblance ou en tout cas à la voir comme la condition première, de la possibilité de nous assembler. Or, vous dites quand la ressemblance est première, le collectif n'accueille pas le divers, alors que si l'assemblement est premier, la co-construction d'un devenir commun devient possible. Le même requiert l'être, le divers établit la relation. Ça, c'est une parole de poète, Édouard Mmh. Glissant. Cette formule, est-ce qu'elle fait aussi sens pour vous, l'anthropologue? Oui, parce que, d'ailleurs ça a des implications politiques tout à fait intéressantes, ce changement de point de vue. C'est vrai que si on se réunit parce qu'on se ressemble, heu, avec des objectifs, c'est tout à fait possible. On peut avoir, par exemple, pour rester dans le domaine politique, on peut avoir des revendications communes sur des bases, par exemple, corporatistes et les défendre, et cetera, pourquoi pas? Mais, si on reste dans ce registre, hem, se mobiliser, parce que vraiment, quelque chose ne va plus dans les injustices, dans les humiliations dans cette société, ce qui s'est passé, en France et pas seulement en France, dans beaucoup de pays récemment. Heu, à ce moment-là, c'est en effet dans la rencontre, dans la relation, dans le dialogue, sur les places, au carrefour, que, des intérêts et des projets communs peuvent se dessiner. Dans un cas, le premier, on part de quelque chose qui est acquis et il y a des acquis, il y a des mémoires, bien sûr, et on poursuit dans cette, voie. Dans le second cas, on ouvre des possibles et ça, c'est, tout à fait intéressant, y compris, des possibles sur des nouvelles formes de représentation, de mobilisation. On n'est pas dans la reproduction du même. D'un côté, c'est le même, de l'autre, c'est l'imprévu d'une certaine manière aussi. Alors vous avez dit Carrefour, je vous réponds, rond-point. Est-ce que vous avez, constaté, Nicole Lapierre, que les rassemblements, naissent le plus souvent d'un sentiment commun? Peut-être l'injustice, le mouvement des gilets jaunes, est-ce qu'il est un bon exemple de ça? Est-ce que vous diriez que c'est en s'assemblant autour d'une colère partagée que la ressemblance s'est faite? Qu'elle est venue après, finalement, que derrière la couleur unique, il y avait un mouvement composite, mais que cette couleur qui a rassemblé est venue après le désir d'échange? Et je crois qu'on peut dire ça. Il y a eu, bon, si, il y a eu beaucoup de sociologues ont travaillé très, très vite, dans une certaine urgence et c'était intéressant sur le mouvement des gilets jaunes et tous les travaux montrent une très, très grande diversité. Diversité sociale, peut-être moins diversité d'origine, mais quoique. Et diversité aussi selon villes, campagnes, enfin générations, enfin une très très grande diversité. Euh, et, et en effet, quelque chose a pris. Quelque chose a pris. Alors, c'était génial, ça, le gilet jaune, la couleur, qui en plus d'ailleurs, c'est une couleur qui a, si on lit Pastoureau, le jaune n'est pas une couleur vue très positivement. Et ça depuis longtemps, ça remonte au Moyen Âge. Le jaune c'est le traître, d'où les jaunes dans les grèves justement, l'étoile jaune, enfin c'était voilà. Et donc c'est vrai que c'était une idée géniale pour faire au fond de l'unité sur une grande diversité, mais au-delà. Et pour mettre de la visibilité sur l'invisibilité, parce que c'est Exact, aussi une tout question à que vous fait, travaillez vous avez beaucoup dans ce raison. livre. Ouais. Et mais en même temps, ça, tous les témoignages vont dans ce sens. Des gens très différents se sont parlé, ont échangé. Alors, qu'est-ce qui peut sortir de ça? Je ne sais pas, je ne vais pas prophétiser, mais il y a eu au moins, en effet, de la relation, comme dirait Édouard Glissant, de la relation, de l'échange, de la rencontre,
qu'il y a de moins en moins, en tout cas pour une partie de la population, dans la vie quotidienne. Donc faut-il se ressembler pour s'assembler, titre de votre livre, Nicole Lapierre. Si on prend le mouvement des Gilets jaunes comme exemple, à l'appui, on pourrait déjà commencer à ébaucher un petit nom. C'est pas forcément la condition première, et vous l'avez dit, hein, depuis le début du mouvement, les sciences sociales ont quand même tenté d'établir un profil sociologique des Gilets jaunes qui n'est jamais apparu très clairement. Ils ont plutôt souligné l'hétérogénéité du mouvement, malgré peut-être des revendications communes, un socle de revendications communes. Cette mobilisation, elle a tenu dans la durée, hein. À quoi ça tient pour vous? Aux liens, justement, qui se sont tissés à cette occasion? Elle a tenu alors que quand même, la répression, et les incidents et la répression policière étaient quand même très durs. Heu, j'ai pas, je ne suis pas sûre d'avoir une seule explication, mais il me semble qu'une des choses importantes, c'est d'exister. C'est une forme de dignité, c'est une possibilité de s'exprimer. Heu, il y a quand même un mouvement, de celles et ceux qui n'ont pas tellement droit à la parole, qui votent une fois, sont représentés et après ne sont plus jamais écoutés. Heu, et une possibilité enfin d'exprimer des difficultés très ordinaires, mais qu'on n'entend pas dans les grands médias sur les problèmes de fin de mois, les problèmes de chômage, les problèmes d'inquiétude sur l'avenir des jeunes, etc. Et donc, on ne lâche pas si facilement quand on accède à une certaine parole, à une certaine écoute. Revenir au silence et est difficile. D'où je pense, c'est un des éléments, en tout cas, c'est un des éléments du fait que ça ait tenu parce que c'était important. Invité jusqu'à 13h30, l'anthropologue Nicole Lapierre à l'occasion de la parution de Faut-il se ressembler pour s'assembler? On continue à essayer de répondre à cette question avec vous jusqu'à 13h30. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. On évoquait avec les mots de Manuel Valls la question du modèle français. On oppose d'ailleurs souvent le modèle d'intégration français au communautarisme anglo-saxon, modèle dont le pays a douté, notamment en Grande-Bretagne, après les attentats qui l'avaient frappé en 2017. Pour ouvrir cette deuxième partie de notre discussion, je vous propose d'écouter les mots de l'ancienne première ministre britannique, Theresa May. Nous avons fait des progrès significatifs ces dernières années. Mais pour être franc, nous avons été beaucoup trop tolérants vis-à-vis de l'extrémisme dans notre pays. Dès lors, nous devons être beaucoup plus efficaces à l'identifier et le pourchasser dans le secteur public et dans la société civile. Cela va demander des discussions difficiles et embarrassantes. Mais le pays entier a besoin de se rassembler pour s'occuper de cet extrémisme. Et nous n'avons pas besoin de vivre nos vies au sein de communautés séparées et ségrégées, mais dans un royaume réellement uni. Il est temps de dire « trop, c'est trop », et tout le monde doit retourner à sa vie normale. Notre société doit continuer à vivre en accord avec nos valeurs. Mais quand on doit s'attaquer à l'extrémisme et au terrorisme, les choses doivent changer. Voilà, ça c'est un discours de réaction en juin 2017 après les attentats de Londres, attentats au couteau. On entend quand même le souhait, le rêve d'un royaume uni, comme le dit la première ministre à ce moment-là, Theresa May, d'une société, d'une nation qui reconnaîtrait les différences et qui malgré tout arriverait à faire coexister toutes ces communautés, hein. Au Royaume-Uni, comme en France, de manière différente, liée à l'histoire de chacun de ces pays, et notamment à leur histoire coloniale, cohabitent de fait des populations très diverses. C'est une réalité. Et c'est une réalité voilà, qui vient de nos histoires respectives. Il y a eu, avec les attentats, évidemment, une sorte de... On dit crispation, hein. de choc d'abord, de sidération, c'est vrai, et
et ensuite de crispation. Et là, je crois qu'il y a une responsabilité politique. Par rapport aux attentats, il y a 2 choses, me semble-t-il, dont il faut absolument se prémunir. La première, c'est de passer à une politique de la peur, d'attiser les peurs, au lieu au contraire d'avoir une politique ferme, c'est-à-dire une politique qui... Et le deuxième point, voilà, c'est lié à cette politique ferme, ne pas tout mélanger. Ne pas mélanger les extrémistes, comme elle dit, c'est-à-dire les terroristes, et toute une population. Ne pas mélanger les terroristes et toutes les communautés, entre guillemets. D'ailleurs, le mot communautarisme n'existe pas en anglais, mais ni en France, ne pas mélanger les extrémistes avec l'ensemble du monde musulman, ce que certains font. Il ne faut pas céder. Il ne faut pas céder ni à la peur, ni à la panique, ni à cette, je voudrais employer un mot fort, à cette perversion que serait de stigmatiser toute une population. Il faut absolument là-dessus garder des principes, sinon on entre dans ce jeu des terroristes. Plus globalement, dans nos sociétés aujourd'hui, comment accepter la diversité, la différence des autres? Vous dites en fait que, une fois que vous avez battu en brèche le modèle d'assimilation, qu'il ne peut y avoir d'intégration que à une condition, si la promesse d'égalité républicaine est tenue. On en revient au modèle républicain. Il n'est pas, lui, indifférent par principe à la différence. Par principe, tout à fait. Normalement, le modèle républicain, c'est tous citoyens. Et les différences de religion, c'est de l'ordre du privé, et il n'y a pas du tout à les prendre en compte dans l'espace public. Très bien. Principe républicain où tous égaux est tout à fait estimable. Le problème, c'est que entre le principe et la réalité, l'écart est considérable. Et on sait bien, là aussi, il y a eu d'ailleurs des études, mais enfin ceux qui en sont victimes n'ont même pas besoin des études pour le savoir, qu'il y a des contrôles aux faciès, qu'il y a avec certains noms, c'est difficile de trouver un emploi, c'est difficile de trouver une location, etc. Donc il y a des discriminations dans cette société. Et elles ont tendance à s'accroître. En effet, en plus, quand il y a une sorte de mélange, dans ce mélange de peur, entre une frange terroriste, qui est l'affaire de la police et de la justice, quand les actes sont commis, et un ensemble de populations. Et donc, voilà, c'est pour ça que je dis la promesse républicaine, très bien, mais parce que, encore une chose, je pars un peu dans tous les sens, mais parce que c'est un truc qui me tient fort à cœur. C'est-à-dire que cette promesse, si elle est tenue, c'est formidable. Quand il y a eu la marche c'était en 83, la marche contre le racisme et pour l'égalité. Ces jeunes qui étaient partis de Vénissieux, qui ont traversé la France, et ils étaient quelques-uns, et ça a grossi de façon considérable, ils marchaient avec cet espoir républicain, contre le racisme et pour l'égalité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, on en a fait la marche des beurs. Eux, ils ne faisaient pas la marche des beurs. Ils ne faisaient pas une marche qu'on dirait communautaire. Ils faisaient une marche républicaine. Donc il y a aussi quelque chose qui est en permanence, on brandit la République et on renvoie en même temps aux minorités leurs spécificités quand il s'agit de discriminer.
Nicole Lapierre, vous revenez aussi dans cet ouvrage, vous faites parfois des détours par la littérature ou la fiction pour comprendre ces enjeux de visibilité et d'invisibilité dans l'Algérie coloniale. Un autre paysage paraît blanchi, surexposé jusqu'à l'éblouissement, écrivez-vous. Et vous citez l'écrivain Kateb Yassine et le personnage de l'Algérien dans L'étranger de Camus, qui est invisible, contrairement à Soleil d'août de Faulkner, où le personnage noir domine dans le livre. Il y a cette invisibilité sous la plume de Camus qui n'était peut-être pas consciente ou volontaire, mais qui disait quelque chose de l'effacement du colonisé. Un peu plus tôt, ou un peu plus tard dans l'histoire, plus récemment pour nous aujourd'hui, je voulais vous poser la question de l'Afrique du Sud. Après l'apartheid, il y a cette nation arc-en-ciel qui a été mise en avant. Est-ce qu'on retrouve rien qu'à travers cette caractérisation et tout l'effort de réconciliation qui a pu être fait, cette nécessaire visibilité des différences pour arriver au un, à l'assemblement, comme vous le dites? Oui, enfin, ce qui s'est passé en Afrique du Sud, qui remonte un peu plus en amont, c'est que dans les luttes contre l'apartheid, j'avais travaillé là-dessus, j'avais trouvé ça passionnant. Il y avait, aux côtés de Mandela, il y avait des Indiens, il y avait des Juifs lituaniens, il y avait une diversité déjà, et il y avait bien sûr des Noirs sud-africains. Et il y avait cette idée que, en renversant le régime de l'apartheid, il faudrait en effet trouver quelque chose pour... alors il y avait aussi cette philosophie de l'Ubuntu, qui était aussi une philosophie au fond de l'être ensemble, mais il fallait trouver le moyen de vivre tous ensemble, sinon ça serait un retournement, au fond mimétique et violent, après la violence terrible de l'apartheid. Donc c'est vrai que ça a été le génie de Mandela et d'autres, Desmond Tutu, etc. Bon, aujourd'hui, l'Afrique du Sud n'est pas non plus un pays où tout va très bien, mais il y a eu ce moment formidable, en effet, de compréhension qu'on ne pouvait faire nation que dans la diversité. Pour terminer, qu'est-ce qu'on fait? On inverse alors la morale traditionnelle, le principe traditionnel de qui se ressemble s'assemble, et on peut se dire sans point d'interrogation, qui s'assemble se ressemble. Ça, c'est le fil ou le courant traditionnel, le courant qui devrait s'imposer dans nos sociétés. Oui, enfin je dirais quand même, qui s'assemble finit par se ressembler un peu. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas vers l'uniformité. Je ne crois pas que l'uniformité soit souhaitable de manière générale, mais ça va vers l'échange, l'intercompréhension, l'empathie, qui est une façon de pouvoir se mettre à la place de l'autre et de s'en trouver soi-même transformé. Enfin, ça... Et donc, ça crée des proximités, des ressemblances, des visées communes, des espoirs communs. Et c'est ça qui est souhaitable, je crois. Merci beaucoup à vous, Nicole Lapierre, d'avoir été avec nous. Faut-il se rassembler pour s'assembler? Votre ouvrage essai vient de paraître aux éditions du Seuil. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table. Programmation, Jean-Christophe Brianchon, Bruno Barada, Oriane Delacroix et Henri Leblanc. Préparation, Laura Dutèche-Pérez avec l'aide précieuse de Sophie Marty et de François Bréhus. À la réalisation aujourd'hui, c'était Éric Lancien, avec à la technique Ludovic Auger et à la vidéo Élise Leu. Merci à tous et rendez-vous demain pour une nouvelle Grande Table à midi sur France Culture.